On avait à cœur de faire venir trois experts de l'outbound dont tout le monde parle. On ne s'attendait pas à voir les 300 personnes qui sont venues en live et qui ont découvert des outils, des techniques et surtout les méthodes utilisées par des boîtes comme Spendesk et Gorgia. Alors bonne écoute. Allez, let's go. Désolé pour les retardataires. Bon, salut à tous sur le webinaire du jour. Donc aujourd'hui, on va parler outbound. Donc c'est un des métiers les plus populaires du growth, le growth outbound. Je laisserai les experts le définir. Peut-être avant de rentrer trop dans le détail du jour, pourquoi on organise ce type de webinaire? Aujourd'hui, on est persuadé qu'il y a une incompréhension sur les métiers du growth. Il y a encore beaucoup trop d'offres d'emploi de gros hackers et de magiciens. Nous, on pense qu'il y a entre 6 et 7 métiers différents du growth. Je suis sûr qu'on va en découvrir davantage. Et donc, on essaye de mettre en avant différents métiers. Aujourd'hui, le métier de growth outbound qui va être présenté. Euh, Rapidement, sur les personnes qui vont se présenter, donc il y a Louis de Spendesk, il y a Joss de Little Big Things et il y a Baptiste de Gorgia. Et pour ma part, donc Jérémy, j'ai lancé Growth Talent. On a l'ambition d'être l'agent des talents du growth, pas pour leur apprendre leur métier. Je pense qu'ils sont assez talentueux pour se former, que ce soit sur l'outbound, sur la gestion des campagnes ou sur le SEO, mais plutôt pour les accompagner sur les parties soft skills, comment négocier son salaire, comment élargir son scope, comprendre l'equity. Donc, on fait ça bénévolement pour aider l'écosystème growth. Et donc là, on a choisi d'inviter trois talents du growth. Euh, Peut-être, est-ce que vous pouvez vous présenter? On va commencer par Louis. Et tu me fais un signe de la tête, Joyce, tu as réussi à couper le son de ton côté. Louis, est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes, un peu rapidement? Je te laisse la parole. Yes. Hello tout le monde déjà, hyper content de pouvoir discuter avec vous trois et merci à Grosse Talent du coup pour l'invitation. Donc moi c'est Louis, comme le disait Jérémy, du coup ça fait 2 ans aujourd'hui que je bosse chez Spendesk en tant que growth manager et du coup pour la petite anecdote pour ceux qui sont pas au courant, mais du coup c'est Jérémy qui m'a recruté il y a 2 ans et au niveau sinon mon background, donc moi j'ai plus un profil business où j'ai commencé à faire du sales pendant 2 ans dans une startup. Ensuite, quand j'ai commencé les métiers de la growth, je me suis formé euh, au wagon pour avoir des compétences techniques. Et c'est grâce à tout ça qu'aujourd'hui, bah, mon objectif au sein de Spendesk, bah, c'est d'aider notre équipe sales à générer du revenu. Parfait, merci à toi, Louis. À ton tour, Joyce, et je vais couper mon micro pour être sûr qu'on n'ait pas d'écho. Yes, désolée, j'ai pas réussi aussi en micro. Donc, je m'appelle Joyce, je travaille en growth, donc plus en outbound. Je travaille chez Little Big Connection. On est une boîte qui a pas fait de levée de fonds, puisqu'on appartient à un groupe Mantou, qui est un groupe indépendant. Shooter de ton côté, ou si jamais je t'ai envoyé un message sur WhatsApp pour couper le son, on te redonne le micro juste après. Baptiste, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Yes, carrément. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Baptiste. Je bosse chez Gorgias. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Zendesk du e-commerce globalement. Donc, moi, ça fait 1 an que je suis chez Gorgias. Je gère toute la partie outbound et toute la stack qu'on appelle la stack de signaux. Donc, non, je pourrais vous en dire un peu plus après. Donc, nous, pour donner un ordre d'idée, Gorgias, aujourd'hui, c'est presque 200 personnes. On est à 7000 marchands e-commerce qu'on aide. Et donc moi, contrairement de Louis, j'ai plutôt un profil technique et je me suis formé sur les compétences un peu plus soft skills et business sur le terrain. Donc ravi de pouvoir en parler avec vous aujourd'hui et répondre à vos questions. Allez, Joyce, on fait une troisième tentative de ton côté. Je te laisse te présenter du coup avec le Jabra, ça risque d'être parfait. En attendant que Joyce ait tout setup, est-ce que si vous avez la moindre question, vous allez voir, on en a récolté avant qui ont été envoyés.
N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et on les traitera à la fin. On a une liste de 5-6 questions pour rester organisé et à la fin, on reprendra vos questions là-dessus. Le but, c'est vraiment d'explorer le scope qu'ils ont aujourd'hui, quels sont les KPI qui suivent, les outils. On donnera bien sûr des hacks et des expériences qu'ils ont mis en place. Et on creusera aussi un peu plus leur parcours. Ce qui est intéressant, c'est comment devenir gross outbound. Donc, on partagera tous ces différents sujets. Donc, on va commencer peut-être par la première question. Baptiste, si tu devais définir le growth, comment tu le définirais? C'est une bonne question. Non, en vrai, pour moi, l'outbound, le growth ou l'outbound plutôt? Tu veux que je définisse quoi? L'outbound. Ok. Je pense que l'idée de l'outbound, c'est d'avoir une approche, enfin, c'est de générer de la demande at scale en étant proactif et pas du coup, contrairement à l'inbound, en étant proactif, en allant solliciter le prospect. Du coup, l'output de cette demande, ça varie en fonction des boîtes et des cas d'utilisation, mais globalement, c'est soit aller créer du revenu directement pour les sales, soit aller susciter un intérêt autre, soit aller juste booker des démos, ce genre de choses, mais en tout cas, aller vraiment générer de l'intérêt chez le prospect. Et tout en avoir une channel, enfin en gros, une approche très prédictible et qu'on peut mesurer très facilement. Et aussi, dernière chose que je voulais rajouter là-dessus, c'est que l'outbound, en gros, ça permet aussi de tester son contenu, tout son message, d'être précis dans le targeting, ce que d'autres channels ne permettent pas en marketing. Et donc, c'est pour ça que c'est, je pense aussi particulièrement apprécié et utilisé par cette précision et cette finesse, quoi. Okay, super, merci Baptiste. Je reprends la main. Merci à Jérémy pour l'intro. Donc, je suis Timothée, je bosse avec Jérémy sur Gross Talent et je vais poursuivre ce webinaire en vous posant les questions suivantes. Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi, Joyce. Tu nous dis si ton micro tient. Normalement, je pense que c'est bon. J'avais une question sur combien est-ce que vous êtes, vous, dans votre équipe Gross aujourd'hui chez LLB Connection et à qui est-ce que toi, tu reportes? Ok. Là, c'est bon, ça marche. Good. Ok. Cool. Du coup, dans l'équipe Growth, on est deux. Il y a une personne qui a été recrutée pour l'inbound et moi, je fais l'outbound. Après, en général, en market, il y a 4 autres personnes. Et on reporte directement à la CMO de la boîte, qui est Miro, et on travaille étroitement aussi avec la partie business. Hyper intéressant. Et une question un peu similaire pour Louis. Toi, ton scope de l'outbound, est-ce que tu peux nous le détailler un peu plus précisément chez Spendesk, de savoir un peu comment est-ce que fonctionne cette équipe growth? Yes, carrément. Je pense que déjà, avant de jump dans ça, ce qui est hyper important, c'est de savoir dans quel marché on est du coup chez Spendesk. Donc, nous, Spendesk, on est une boîte B2B. Donc, on est un logiciel qui s'adresse aux directeurs financiers. Et en gros, notre cible, ça va être vraiment les entreprises entre 20 et 500 employés. Et je pense que c'est important de le mentionner parce que les stratégies outbound vont vraiment dépendre aussi de sa cible. Et du coup, moi, mon scope aujourd'hui, c'est vraiment de bosser main dans la main avec l'équipe sales. Donc, nous, une boîte avec beaucoup de commerciaux sur le terrain. Et du coup, c'est vraiment les accompagner sur la génération de leads. Donc ça, nous, chez Spendesk, on a eu un peu de 2 étapes et on pourra en revenir. Mais la première, c'était comment on pouvait créer une machine de sourcing, donc récupérer de la donnée sur les entreprises, sur les personnes qu'on devait contacter. Et mon scope actuel, c'est rajouter une couche qui va être tous les signaux, mais on en parlera dans un second temps. Ouais, c'est prévu, bien sûr. Et justement, par rapport à ça, tu parlais de data et de tous ces signaux-là et également de la manière dont tu travailles avec les autres équipes. C'est quoi, vous, tous les trois, par exemple, les 3 KPI que vous suivez principalement quand vous faites de l'outbound et sur les comptes que vous ciblez? Qui veut commencer? Je peux commencer. Allez, Moi, oui. de mon côté, chez Spendesk, en tant que growth, notre North Star, ça va être le nombre d'opportunités qu'on va créer. Donc, les opportunités, c'est quoi? C'est quand on a identifié du coup un besoin business chez un de nos prospects, et ça va souvent se passer entre la passation du business developer
à l'account exécutive. Après, on va forcément regarder d'autres métriques, donc le taux de conversion au niveau des clients et aussi, du coup, de l'autre côté, des input metrics qui sont également très intéressantes pour avoir plus de granularité et de la data aussi plus rapidement. Donc là, par exemple, on parle du nombre d'entreprises qu'on va allouer directement aux business développeurs ou encore les meetings qui sont créés. Ok, super, merci Louis. Baptiste, si tu veux prendre la suite. Vas-y. Ouais, bah moi c'est un peu pareil que Louis. En fait, je distingue trois types de métriques. Tout en haut, c'est à quel point est-ce que ma channel, donc la outbound, se porte bien. Donc ça va être combien de signaux d'intent j'ai reçus sur mon marché, combien de boîtes j'ai réussi à toucher sur la période de temps donnée et combien donc ça, les boîtes touchées, ça va être en termes d'engagement dans mes campagnes, d'emails ouverts également. Ensuite, je vais regarder combien d'intérêts j'ai réussi à avoir. Donc là, nous, on distingue pareil juste les réponses brutes et après on catégorise ces réponses, ok, c'est intéressé, pas intéressé, ou on peut générer de l'intérêt, tu vois, parce que tu peux toujours retourner une réponse négative. Et après, le troisième métrique qui m'intéresse, bien sûr, qui est la North Star, ce sur quoi d'ailleurs on est incentivé, c'est le revenu qu'on a ramené. Donc pareil, ce revenu qu'on a ramené, on le distingue en deux. C'est premier, combien on a réussi à booker, combien on a mis dans le excusez-moi pour tous les anglicismes, mais dans le pipe des sales. Donc ça on le mesure en termes à la fois de nombre de démos et après on a un modèle aussi qui nous donne en fait cette démo combien elle vaut en théorie en termes des ARR ajoutés. Donc moi je regarde quel est mon expected ARR que j'ai ajouté dans la période donnée et ensuite combien j'ai réussi à closer, donc combien les sales ont signé de contrats venant directement de toutes ces boîtes. Okay, super, merci Baptiste. Joris, pour terminer, ces 3 KPI que tu suis au quotidien. Yes, moi, ça va être moi les opportunités qu'on doit lancer. Ça va être les ouvertures, les réponses à mes campagnes pour savoir si le message est bon, si la cible est bonne. Et c'est surtout là où moi, je dois avoir de l'impact, c'est le nombre de meetings qu'on génère via le marketing. Ok, très clair. Et je voulais revenir sur un point, Louis, c'est que tu parlais de cette relation avec les BizDev pour générer des opportunités. Je pense que c'est une des particularités de ce métier d'outbound, c'est d'être très proche des sales. Et donc, je voulais savoir, c'est quoi la relation d'un outbound manager avec l'équipe sales au niveau du process ou des routines? Comment ça se passe, toi, chez Spendesk? Yes. Donc moi, pour faire ça, je me positionne vraiment entre l'équipe sales, donc vraiment les personnes qui sont sur le terrain, et ça c'est hyper important. Et aussi de l'autre côté, du coup, on n'a pas trop parlé, mais les gros ingénieurs, donc qui sont des profils plus techniques, qui vont nous permettre d'expérimenter des choses. Et du coup, avec les sales, donc il y a plein de routines qu'on a mis en place. Ce n'était pas forcément le cas au début de Spendesk, mais plus on avançait, plus on a vu que c'était hyper important d'être aligné et de collaborer au quotidien avec cette équipe-là. Donc nous, au quarter, par exemple, on va se fixer des projets ensemble. Donc c'est hyper important. Les idées, elles peuvent venir de nous, donc des profils growth qui sont un peu plus créatifs, mais aussi des commerciaux qui ont souvent plein d'idées et qui ont des challenges sur le terrain. Et après, au quotidien, nous, on collabore beaucoup avec des team leaders. Donc, c'est des managers, en fait, des BDR. Donc là, on va vraiment communiquer sur les projets, les metrics. Et après, on a aussi plein de routines, comme par exemple l'écoute de call. On va écouter beaucoup de calls des commerciaux, des démonstrations produits aussi, pour vraiment savoir le messaging, les pains qu'on adresse et aussi avoir des retours des prospects, le vocabulaire qu'ils utilisent. Ok, très clair, merci. Et j'ai une autre question qui, je pense, va intéresser pas mal de gens qui ne sont pas forcément familiers avec ce métier-là de Growth Outbound. C'est quoi, à vous tous les trois, vos routines? En fait, à quoi elles ressemblent exactement vos semaines? Est-ce que vous pouvez un peu nous les décrire? Quelles sont vos missions, le rythme, etc. Tiens, Baptiste, je ne sais pas si tu veux commencer. Sans anglicisme, hein. Yes. Yes. Carrément. Ouais, nous, il y a une partie où on va regarder justement les métriques et comprendre un peu ce qui s'est passé dans la semaine. Donc ça va être plutôt en début de semaine. On va regarder ce qui s'est passé la semaine précédente.
Est-ce qu'il y a des dynamiques un peu particulières aussi en termes de nouveaux clients? Est-ce qu'il y a des annonces particulières aussi en termes de produits, tu vois, des nouvelles fonctionnalités sur lesquelles on peut rebondir ou des annonces sur le marché du e-commerce sur lequel nous aussi on peut rebondir, des fonctionnalités de partenaires qui peuvent nous dire, OK, mais en fait, un partenaire a sorti une fonctionnalité spécifique et qui nous permet d'aller mettre en avant une de nos fonctionnalités, par exemple. Donc ça va être comprendre vraiment les dynamiques, ce qui se passe. Après, ça va être aussi, comme Louis, essayer tu vois, de regarder un peu les calls, comprendre les clients, qu'est-ce qui les motive, est-ce qu'il y a des changements là-dessus. Ensuite, nous, on marche en termes de sprint. Donc, en général, même toujours, on a planifié les sprints au préalable. Et donc, ensuite, on déroule. Donc, un sprint, c'est un mix de mettre en place des nouvelles expérimentations qu'on veut faire. Donc, une expérimentation, ça peut être se dire, en fait, on a une hypothèse. On pense que les boîtes qui sont en train de, par exemple, avoir un volume de reviews sur une place de marché ou sur Google ou autre qui augmente, en fait, pour nous, ça veut dire que potentiellement, ils ont un volume de vente qui augmente et donc on peut aller leur vendre notre logiciel de support. Et donc, ça, c'est une hypothèse de départ. On va se dire, OK, comment est-ce qu'on peut la tester pendant sprint? Donc, quel est un peu la version minimale de cette expérimentation qu'on peut tester? On va la mettre en place, on va le tester. On va voir ce qui se passe et ensuite on va essayer d'implémenter une version un peu plus robuste par la suite. Donc ça c'est une bonne partie de notre temps aussi. Et puis forcément quand tu gères toute une infra aussi qui avec une approche très automatisée, il y a des bugs, tu vois. Donc on passe aussi pas mal de notre temps, je ne vais pas le mentir, à débugger, mais c'est ça qui fait un peu la joie du métier aussi, c'est de débugger, quoi. Merci Baptiste. On reviendra d'ailleurs sur les différentes techniques après que vous pouvez avoir et notamment toutes les techniques automatisées qui, je pense, intéressent beaucoup de gens. Est-ce que Joyce, tu peux nous partager un peu ta semaine type et ce que tu fais en tant que Growth Outbound chez Dairy Connection? Yes. Lundi matin, on a toujours des points d'équipe. Donc, moi, je suis avec la partie business pour comprendre où ils en sont chacun, mieux comprendre pour les aider. Après, ce que je fais, c'est je commence l'après-midi à préparer les campagnes qu'on doit lancer dans la semaine. Le mardi, je suis plus focus sur des points qu'on a intra-équipe avec d'autres gens du marketing, sales ops, etc. pour la partie outils. Après, je lance les campagnes, je fais surtout des checks, des tests, je vois comment les optimiser. Et j'ai une partie le vendredi après où je passe du temps à checker la documentation sur les nouveaux outils qu'on utilise, comment on peut optimiser nos process pour l'outbound pour essayer d'automatiser un peu plus. Et c'est vraiment ça, c'est parler avec les équipes business parce qu'on est vraiment, on doit travailler avec eux et comprendre comment ils fonctionnent, lancer les campagnes, améliorer l'automatisation et faire de la veille pour la partie outbound. Ok, c'est très clair. Merci Joyce et Louis pour finir ta semaine type. Ouais, non, moi, rapide, ça va être assez classique, hein. Nous, on est sur des sprints de 2 semaines, du coup, avec mes collègues. Et après, dans la routine, ce qui prend de plus en plus de temps, mais très intéressant, c'est le côté éducation de nos projets, qui est hyper important de bien répéter pourquoi on fait ça. C'est pas souvent évident, nos projets, donc toujours bien expliquer le why derrière pour s'assurer qu'il y ait une adoption côté équipe commerciale. Et on va par exemple s'asseoir dans les meetings sales le lundi matin pour faire des updates sur des projets, rappeler des choses qui sont importantes pour assurer l'alignement et faire des belles choses. Super. Et donc, je voulais revenir sur ce que disait Baptiste tout à l'heure sur les différentes techniques et notamment sur l'automatisation. Est-ce que vous pouvez présenter les différentes stratégies d'outbound, donc que ce soit l'account-based marketing, l'intent lead, l'automatisation? C'était juste nous expliquer comment est-ce que ça se passe chez vous et est-ce que vous faites ces différentes techniques-là et les détailler. Baptiste, je ne sais pas si tu veux commencer à nous expliquer comment c'est chez Gorgia. Ouais, carrément. Donc, nous, chez Gorgias, on a un outbound, pour tout vous dire, on a 2 teams. On a une team qui est de BDR et donc eux, globalement, ils vont faire le
le haut du panier, donc vraiment ce que nous, on va définir comme des gros comptes, avec une approche bien plus manuelle, classique, avec du coup une séquence qui contient des emails, des touches sur LinkedIn, des appels. Et donc, eux, ils sont sur une approche un peu plus qu'on pourrait décrire d'IBM, donc Account-Based Marketing, dans le sens où ils vont vraiment se dire, OK, on a une liste de 100 comptes qu'on veut aller toucher. Qu'est-ce qu'on peut aller faire sur ces 100 comptes? Quelles sont les meilleures personnes sur ces 100 comptes à aller taper? Et globalement, on arrête de toucher ce compte jusqu'à temps que on a la réponse qu'on veut ou on a le feedback, ou alors vraiment on sent qu'on peut plus les toucher. Et en parallèle, ils construisent du matériel marketing qui est pertinent pour eux, pour leur industrie, etc. etc. Et de l'autre côté, on a la team à Outbound que moi je gère qui elle, a une approche bien plus automatisée, donc sur le bas du marché, on va dire. Et donc là, c'est un mix de campagnes qui tournent, qu'on appellerait, tu vois, des campagnes un peu evergreen, dans le sens où on sait qu'elles fonctionnent, on sait qu'on a un message, une accroche qui fonctionne, on sait qui on doit toucher, donc elles, on les laisse tourner. Et donc ça, c'est automatique dans le sens où moi, j'ai tout mon marché qui est dans une base de données. Je sais, j'ai plein d'éléments de data points sur chaque boîte. Donc je sais globalement quelles sont les technologies qu'ils utilisent, quel est leur trafic, etc., etc. Et donc, je vais utiliser tous ces points de données dans mes campagnes. Et donc, ça, c'est mes campagnes evergreen. Et de l'autre côté, j'ai mes campagnes qu'on décrivait tout à l'heure en tant que basées sur des signaux, ou intent-based, ou event-based, si on parle d'event-based marketing. Et donc, ça, l'idée, c'est de se dire, on a détecté quelque chose dans la boîte qu'on veut viser qui pourrait signifier que en fait, cette boîte, c'est le bon moment pour la toucher et pour lui proposer une solution. Donc, nous, des exemples qu'on va faire, c'est par exemple, on voit que la boîte elle est en train de recruter pour des agents de support client. On voit que la boîte vient d'installer une technologie avec laquelle on est partenaire. On voit que la boîte vient de faire une campagne de crowdfunding, ce genre de choses. On a une vingtaine de signaux comme ça qu'on détecte et qu'on utilise et qui servent d'accroche et de fil à notre séquence. Ok, hyper intéressant. On reviendra un peu plus tard, je pense, sur ces hacks-là que vous avez pu mettre en place dans votre boîte respective pour targeter plus facilement des boîtes et surtout trouver des intents. Est-ce que, Joyce, tu peux nous expliquer, toi, quelle est la stratégie outbound dans ta boîte et comment elle se met en place? Yes, du coup, ça va être un peu comme Baptiste. Au niveau business, on a vraiment deux distinctions. Donc, nous, c'est plus les sales execs, donc eux qui vont devoir avoir une approche plus manuelle pour cibler des personnes clés, donc des directeurs achats dans des entreprises. Donc là, on va les aider au marketing avec du content, et donc la content marketing. Et ensuite, pour tout ce qui est les comptes clients, on veut se faire connaître, ou les prospects, là, il va avoir de l'outbound. Donc, c'est création de bases de données, enrichissement de données et envoi de campagnes email et LinkedIn. C'est là où moi j'interviens. Et il y a aussi la partie automatisation où on va essayer d'automatiser les process, mais aussi aider la partie le business à être un peu plus tech pour que quand eux ils prospectent par eux-mêmes, ils puissent faire des actions via des outils et nous c'est lié la partie marketing et business. Super. Louis, tu veux terminer cette question, nous expliquer peut-être ta stratégie outbound chez Spendesk? Ouais, nous, c'est un peu similaire à ce que disait Baptiste. On a une première chose, c'est tout ce qu'on appelle sourcing, qu'on faisait du coup beaucoup dans l'équipe grosse, mais qu'on a aujourd'hui délégué dans l'équipe operation. On a une équipe dédiée qui s'appelle l'équipe sourcing, dont le but, c'est vraiment de donner à manger aux business développeurs et qui se base en fait sur vraiment des données firmographiques, donc qui sont liées à notre ICP, donc des données comme l'industrie, le nombre d'employés, l'année de création. Donc ça, aujourd'hui, c'est la première partie qu'on a du coup déléguée. Et la deuxième partie, du coup, qui est du coup mon scope aujourd'hui, moi, c'est tout ce qu'on appelle les intents. Donc, comme Baptiste disait, c'est tous les signaux qui peuvent nous dire que c'est un meilleur moment de cibler cette entreprise. Et du coup, là, toute l'idée derrière, c'est de créer des segments
d'entreprises qui vont répondre à des signaux et d'automatiser tous les process derrière. Et là, il faut vraiment le voir comme quelque chose de prédictible dans le temps, parce qu'en fait, c'est des segments dynamiques qui vont se répéter tous les mois. Et dès qu'on l'a automatisé, ça va du coup générer des opportunités de manière mois par mois, de manière prédictible. Je ne sais pas si c'était clair. Si, je pense que c'est clair. Si ça l'est pas, vous pouvez le dire dans le chat et on demandera des explications. J'ai vu qu'il y avait quelques micros qui étaient ouverts. Si jamais vous pouviez les couper, s'il vous plaît, comme ça on peut voir nos speakers en plein écran. On a les premières questions qui arrivent dans le chat et on a une question de Pierre qui est, je pense, une des questions les plus intéressantes qu'on peut se poser sur l'outbound. C'est de savoir quels outils est-ce que vous utilisez, vous, pour la détection de vos signaux. Savoir est-ce que vous faites tout en in-house ou est-ce qu'aujourd'hui, vous passez par des boîtes comme SalesPrimer, c'est celle que Pierre cite. Comment est-ce que ça marche chez vous pour les outils? Je vais commencer. Allez, Joyce. Je peux y aller. Je peux y aller si vous voulez. Ouais, Vas-y, oui, on t'en prie. ouais. Donc, nous, ça va dépendre de la nature du signal. On va avoir beaucoup de signaux qui vont être basés sur LinkedIn. Donc, typiquement, ça, on a créé nous, des process en interne pour aller récupérer la donnée. Et après, on va avoir d'autres signaux où là, on va récupérer de la donnée de manière beaucoup plus complexe, typiquement sur les offres d'emploi ou comment on arrive à identifier des entreprises qui arrivent sur notre site. Ça, c'est des technos qui sont beaucoup plus durs. Et comme il n'y a pas trop d'intérêt à internaliser et qu'il y a des outils qui le font très bien, bah là, forcément, on va aller externaliser tout ça. Joyce, si tu veux nous dire quels outils toi tu utilises pour l'enrichissement et les signaux. Ouais, alors pour les signaux, moi j'utilise LinkedIn, FaceNav, parce que du coup tu peux avoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les entreprises prospects, elles veulent recruter des prestats externes. Donc c'est comme ça que je vais savoir si du coup on peut leur proposer l'offre et les targeter au bon moment. Et après, l'autre question, c'est pour tout ce qui est enrichissement et automatisation ou pas? Oui, c'est ça, c'est savoir en fait quels outils est-ce que vous utilisez, vous alors, lui, il n'a pas donné d'outils précis, mais c'est plutôt savoir comment ça fonctionne. Et derrière, si vous avez des noms d'outils, n'hésitez pas à les donner. Je pense que c'est intéressant aussi de savoir comment est-ce que ça fonctionne, quoi. Du coup, moi, pour tout ce qui est sourcing, c'est Navigator. Après, j'utilise Captain Data pour scraper, qui va relier avec Drop Contact pour du coup enrichir. Et après, moi, je mets sur mes bases des variables et je mets directement sur les listes. Et après, tu as les listes qui est synchronisée maintenant avec des CRM. Du coup, tu peux faire directement l'ajout sur Salesforce. Et tu utilises quel CRM, toi, Joyce? Salesforce. Salesforce, ok. Et toi, Baptiste, quels sont les outils que tu utilises au quotidien pour l'enrichissement, la data? Nous, je vais répondre à la même chose, c'est pour ça que je n'ai pas trop jump in, mais c'est un mix de signaux, plutôt d'outils en fonction des signaux. Donc, le parti pris qu'on a pris typiquement sur les technologies qu'on va identifier sur le website, c'est d'utiliser un mix de beaucoup de providers. Et ensuite, dès que des providers, ça peut être un exemple comme BuildWeave ou alors des outils très e-commerce spécifiques, donc Charm.io, StoreLeads, qui sont vraiment, ils fournissent que de la donnée e-commerce. Et donc après, nous, on agrège, on standardise cette donnée, donc on la transforme et ensuite on stocke. En termes et je vois une question également de Robert qui demande si c'est via des outils clés en main ou des scripts type serverless. En fait, ça va dépendre vraiment du type de signal et parfois ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord passer par un provider parce qu'on veut tester et que c'est plus facile pour nous. Par exemple, aller scraper des reviews sur sur Trustpilot, par exemple, il y a des outils qui le font très bien. On se met en API et c'est bien plus simple que d'aller devoir nous gérer le scrapping, le proxy, etc. etc. Et si vraiment ça marche, là, on songera, quand ça marchera, on songe plutôt à changer et le faire nous-mêmes. Donc, c'est un peu le parti pris qu'on utilise.
Et en termes de sourcing de contacts, nous, pour le coup, c'est une suite de différents providers, donc Clearbit, ZoomInfo, etc., etc. Et donc, en fait, c'est une suite logique et en fonction de, OK, on sait que lui, c'est le meilleur et d'abord, on l'interroge. S'il n'a pas trouvé, on va interroger un autre, etc., etc. C'est la manière dont on le fait. Ok, super. On a commencé à parler de scrapping, d'outils, de comment t'enrichis tout ça. Et une question que j'ai vraiment envie de vous poser et que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent aussi parce que c'est souvent ça qui rend les équipes célèbres, c'est quel est le meilleur hack que vous avez utilisé, vous, dans votre stratégie Close Outbound. J'ai vu un message passer là sur notamment la dernière stratégie de Spendesk sur Albra Cross. Et j'ai envie de savoir quel est, vous, votre meilleur hack que vous avez utilisé en outbound. Allez, qui veut répondre? Allez, Louis, on t'écoute. Yes. Le meilleur, je ne sais pas, mais en tout cas, un hack, si on peut appeler ça un hack, mais une expérimentation récente. Donc, c'est un signal qu'on appelle employee growth. Donc, toute l'idée, en fait, c'est d'identifier les entreprises qui sont en croissance. Donc, ça, c'est, je pense, un use case assez classique pour les boîtes B2B en outbound. Une boîte en croissance, c'est toujours intéressant parce que elle aura de l'argent et c'est là souvent qu'elle va avoir de plus en plus de pain. Et pourquoi donc c'est intéressant, je pense, c'est plus l'aspect business. Si on reprend l'exemple avec le Covid, où c'était plus compliqué, en tout cas chez nous, Spendesk, d'identifier les bonnes entreprises parce que on fait assez vite le tour au final des données firmographiques comme les industries sur LinkedIn, Internet, computer software, pour par exemple identifier des entreprises assez tech. C'est plus dur par contre d'aller identifier des boîtes dans les industries pharmaceutiques, médicales. Et du coup, le fait d'identifier les entreprises qui ont par exemple plus de 30% de croissance, on a découvert beaucoup de nouvelles entreprises hyper intéressantes dans des industries qu'on n'allait pas du tout voir. Et j'ai plein d'exemples en tête, notamment dans l'industrie Event Services sur LinkedIn. En plein de temps Covid, tu te dis, bon, c'est mort, on ne va pas y aller. Et ça nous a permis de faire de très belles choses. Et notre équipe sales était aussi très friand de cette data-là parce qu'elle permet d'avoir une personnalisation assez facile. Ok, c'est la première fois qu'on entend parler de LinkedIn et je pense qu'on aura des questions à poser là-dessus. J'en ai vu une passer, il me semble, dans le chat aussi, de comment est-ce que vous utilisez LinkedIn. On aura le temps d'y revenir, d'y revenir après, mais ce serait hyper intéressant de savoir comment est-ce que vous en servez. Tiens, Joyce, est-ce que tu veux nous partager le hack dont tu es la plus fière dans ta stratégie d'outbound? Moi, c'est un hack que j'ai utilisé au tout début, c'est en 2017. Et j'ai choisi celui-là parce il est pas sur automatisation. On travaillait on voulait cibler un prospect dans le retail. On avait fait un test avec un ou deux magasins. Mais on n'arrivait pas on n'arrivait pas à démarcher les magasins ni le siège. On était bloqué dans tous les cas. Et du coup, on voulait faire un test sur l'Île-de-France. Donc, ce que j'ai fait, classique, j'ai scrappé les directeurs magasins de l'Île-de-France. J'ai scrappé sur le site internet leur numéro de téléphone et leur email. Du coup, on avait une base de données. J'ai fait un template d'email. J'ai fait valider par l'équipe business. On a envoyé un email à ces gens-là qu'on n'arrivait pas à contacter. Et là, ça a bien fonctionné. On a réussi 5, 6, 7 meetings. Et après, il y a une personne du business qui était dédiée à ce client-là. Donc, on arrivait à faire plein de meetings et ça générait des bons de commande. C'était trop cool. Et quelques mois après, c'était la fin de l'année. Et du coup, on faisait des cartes où on envoyait des petits cadeaux à des gens. Et du coup, moi, j'ai dit, ce client-là, on est en train de se développer. On ne pense jamais au directeur retail de l'Île-de-France. Pourquoi on leur envoie pas une boîte de chocolat? Et en fait, comme eux, on ne pense jamais à eux parce qu'on se dit, nous, dans tous les cas, ils s'en fichent, ils ne pensent pas à rien. Et on l'a fait. Et après, ça a vraiment amélioré la relation client. On a reçu quelques jours après plein d'appels, plein de bons commandes. Et c'est passé d'un client où on ne faisait même pas 20 000 euros de chiffre d'affaires au client numéro 3 de la boîte. Et donc, en fait, la outbound, ce n'est pas simplement envoyer des emails, scraper, faire une automatisation, mais c'est aussi se mettre à la place de l'autre, avoir une vision un peu business et faire des choses, et penser aux autres et faire des choses que ton concurrent, il ne fait pas. Merci Joyce, c'est très intéressant et c'est aussi un peu le but de ce webinaire, hein, c'est de démystifier ce métier de l'outbound et de montrer que c'est pas que du scrapping, c'est pas que de l'automation, il y a aussi une relation avec des sales, il y a la relation client à prendre en compte, etc. Donc c'est hyper intéressant, merci pour ce partage. Et Baptiste, si tu veux nous partager ton hack, le hack dont tu es le plus fier chez toi chez Gorgia. Je ne sais pas si c'est celui dont je suis
plus fier, mais en tout cas, c'est un qui marche bien et qui est très pertinent par rapport à ce qu'on fait. Et peut-être ça pourra donner de l'inspiration à d'autres. En fait, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, sur le e-commerce, les boîtes, enfin, c'est des petites boîtes en général, la majorité de notre marché en tout cas, il n'y a pas un grand nombre d'employés par rapport aux revenus générés et donc il y a en général une personne qui s'occupe de la team Customer Support, mais ça peut également varier en en fonction des boîtes. Des fois c'est en ops, des fois il y a une personne dédiée, des fois c'est en marketing, etc. Et puis, on n'a pas toujours réussi à trouver la bonne personne parce que ils sont pas hyper visibles, ils sont pas forcément tous LinkedIn, etc. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on a été proactivement dans notre copie. Si on a trouvé une ou deux personnes, on dit, bah voilà, bonjour Jeanne, j'ai contacté ton collègue Patrick. Il me semble que l'un d'entre vous est potentiellement la meilleure personne. Est-ce que c'est le cas? Et sinon, et si ce n'est pas le cas, quelle est la meilleure personne? Et donc, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que déjà en disant qui on a contacté, en étant honnête, hein, etc., et plus en posant une question hyper simple, en fait, on a des retours hyper surprenants et bien au-delà de nos attentes. Donc parfois, ce genre de hack, ça peut aussi permettre de réduire les coûts en termes de sourcing et ça peut être super intéressant pour déclencher une conversation parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on cherche à faire en outbound, c'est surtout déclencher une conversation et on ne cherche pas à vendre par email, quoi. Ok, hyper intéressant. Ça fait penser un peu aux stratégies de Guillaume Cabane, de jouer un peu sur les émotions et de jouer sur le contact et les personnes pour déclencher de l'attention. C'est hyper intéressant. On va reprendre quelques questions que j'ai vu passer dans le chat et notamment celle de Marwan. Marwan, d'ailleurs, qui est passé chez French Doers. Je vous invite à aller voir son interview qui est très sympa. Marwan qui demande comment est-ce que vous priorisez vos signaux lorsque vous targetez des accounts. Allez, Baptiste. Ouais. C'est un vrai sujet. Je ne vais pas le mentir. Il y a eu la première version où en fait, c'était première entrée, première sortie. Et en fait, on n'a pas des fois, on n'en a pas plusieurs. Donc, en fait, on a un signal sur une boîte, on l'utilise. Et voilà. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des signaux, tu vois, typiquement, genre, le fait qu'une boîte qu'on cherche à viser, elle installe une technologie sur son site avec lequel on est intégré. Ça, c'est non seulement un signal, parce que ça veut dire qu'ils sont en train de revoir leur stack d'outils, mais c'est aussi un point de données qu'on va stocker. C'est-à-dire qu'on va conserver ça dans notre CRM en mode quelles sont les technologies utilisées par cette boîte-là. Donc, même si on n'utilise pas le signal directement, dans la copie, on va quand même utiliser le fait que cette boîte utilise X et Y. Et donc, on ne met pas de côté le signal. Donc, ça, c'est deuxième réponse. Et troisième réponse, c'est que là, on est en train de bosser sur une nouvelle version qui, justement, inclut tous les signaux en fonction de ceux qu'on sait qui performent le mieux et par ordre aussi d'intent. Donc, voilà. J'espère que ça répond à la question. Ouais, je pense que ça avait l'air assez clair. Est-ce que Louis, Joyce, vous avez quelque chose à ajouter là sur ces signaux-là? Louis, si tu as 2-3 secrets à nous dévoiler, on t'écoute. Non, selon moi, et c'est ce qui fait aussi la beauté d'une stratégie d'intent, c'est que souvent, en fait, les signaux, ils n'arrivent pas au même moment. Et que, comme disait Baptiste, deux signaux peuvent être aussi leverage sur le long terme. Typiquement, nous, par exemple, on va détecter une boîte sous l'intent employee growth et 3 mois après, on va avoir le signal new CFO. Et en fait, c'est les deux signaux qui peuvent être leverage en même temps. Et du coup, c'est vraiment ce côté dynamique qui va faire aussi la force sur le long terme parce que, en effet, c'est hyper important de stocker la data dans son CRM. Joyce, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou on passe à la question suivante? On peut passer à la question suivante. Allez, ça marche. J'avais une question pour revenir un peu sur votre scope. On voit souvent des growth outbound gérer un peu cette partie paid acquisition. Est-ce que vous, c'est votre cas dans vos boîtes respectives ou pas du tout? Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Comment ça se passe chez vous?
Allez, Joyce. Pour le moment, non, mais il y a peut-être un sujet sur un pays en Asie pour faire de LinkedIn Ads. Donc, à ce moment-là, je verrai si je le fais ou si j'outsource pas. Mais pour le moment, pas du tout. Allez, Louis, est-ce que toi, tu gères cette partie paid chez Spendesk? Ouais, non, deux choses. Déjà, moi, c'est pas du tout mon expertise. Et deux, on a des équipes dédiées en interne qui le feraient beaucoup mieux que moi. Mais après, je pense que c'est quand même, sans le faire soi-même, c'est quand même très important de collaborer avec eux en termes pareil d'alignement, des cibles et des channels, quoi. Toi, Baptiste, même chose chez Ouais. Gorgias? Ouais, pareil, en fait, nous, c'est la même chose, on contribue en fait ensemble au même revenu, au même objectif. Mais du coup, on bosse ensemble sur les idées, sur les expérimentations. Parfois, on va tester des choses ensemble, mais c'est deux personnes séparées parce que c'est deux tafs complètement différents et que quand tu dépenses plusieurs dizaines de milliers, en fait, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui est honneur aussi. Et je pense que l'ownership, c'est hyper important pour faire avancer la boîte et avoir des vraies performances. Ouais, c'est sûr. Et ça me fait penser à une question, en plus, je crois que je l'ai vu passer dans le chat. C'était de savoir comment est-ce que vous êtes formé en fait, à ce métier de growth outbound. Quelles ont été en fait les ressources qui vous ont servi, ou est-ce que vous avez eu des mentors qui vous ont permis d'acquérir ce niveau d'expertise? Comment ça s'est passé un peu pour vous? Je pense que ce serait intéressant aussi de savoir comment est-ce que vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Ouais, moi je peux parler un peu. Il y a deux choses. En fait, il y a les connaissances plutôt sales, donc et tout ce qui est vente directement. Et donc ça, il y a des très bonnes ressources en ligne. On pourra en mettre dans les liens après, notamment une SDR qui s'appelle Beck Hollande, qui était avant SDR et qui après a monté sa boîte et gérait des teams de sales dans des belles boîtes américaines. Donc elle fait du très bon contenu. Et il y en a plein d'autres. Après, il y a la partie un peu plus technique. Ça, honnêtement, en fait, il y a les bases, tu vois, genre, globalement, comment ça fonctionne, le scripting et le dev et une infra, une stack, tout ça. Et après, il y a des connaissances un peu plus spécifiques métiers que ouais, tu te formes sur le terrain. Et après, le reste, c'est des modèles classiques de grosses avec mettre en place des expérimentations et tester beaucoup de choses. Et donc, ça, c'est plus des ressources génériques grosses, j'ai envie de dire. Et toi, tu as fait un bootcamp pour te former? Non, parce que tu Au viens dev? d'une école d'ingé. Non, Ouais, non, non, non. j'ai fait une école d'ingé et après, Ouais. et après, j'ai appris tout seul. Et vous, Louis et Joyce, il me semble que vous avez fait le wagon, non? Vous avez fait le bootcamp du wagon et ça vous a permis de vous former un peu sur cette partie plutôt technique. Vas-y, oui. Ah, vas-y, je t'en prie. Ouais, moi, j'ai fait plusieurs formations parce que mon premier job, c'était en 2017. Je ne savais pas du tout ce que c'était la outbound. Mais avant, j'avais fait la formation Lyon de The Family. C'est la formation tous les samedis pendant 8 semaines. Tu as des speakers de start-up qui viennent parler. Après, j'ai fait la formation Dezio de Brice Morin, qui est pour moi très fort dans tout ce qui est outbound et growth. Et quand j'étais chez Side, j'avais beaucoup travaillé sur tout ce qui était enrichissement, sourcing, scrapping. Et je me rendais compte que j'étais limitée parce que j'utilisais Web Scrapper ou des extensions Chrome. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait le wagon il y a 1 an et demi pour apprendre à coder. Et même si aujourd'hui, je ne suis pas dev, au moins, ça m'a apporté une rigueur et une technique et je comprends mieux un certain point de vue. Technique, ouais. Ouais. Et de mon côté, donc plus sur la partie business, moi, il y a mon expérience de sales qui m'a beaucoup apporté parce que j'ai vraiment vu tout le funnel de la prospection jusqu'au closing d'un client. Du coup, j'ai aussi fait le wagon. Et après, en termes d'apprentissage, moi, je pense que j'ai beaucoup appris des gens que je côtoie au quotidien. Donc, forcément, mon équipe chez Spendesk, avec des profils très variés, que ce soit des devs qui sont très, très forts, et le côté business, où Spendesk, c'est aussi une belle école du sales. Et après, j'essaye aussi d'échanger au quotidien avec des personnes de d'autres boîtes
regarder ce qui se fait aux États-Unis avec tout le beau contenu qu'il peut y avoir. Qui est hyper intéressant et ça me fait penser à une question je ne l'ai pas vu dans le chat, mais je pense que c'est une question qu'on doit souvent vous poser. C'est est-ce que vous diriez qu'il faut savoir coder pour faire de l'outbound ou est-ce que c'est pas une obligation ou c'est quelque chose qui peut s'apprendre sur le terrain? Allez, Baptiste. Yes. Non, moi je pense que ça s'apprend sur le terrain, mais avoir des bases ou en tout cas se former aux bases de non seulement de code, mais aussi de data analyse. Parce que moi, il y a un truc, je pense que c'est l'erreur un peu classique, c'est de juste se limiter aux stats qui sont dispo dans l'outil d'outbound qu'on va utiliser. Et je pense que c'est pas assez. Enfin, vous l'aurez sûrement compris avec les KPI qu'on a donné tout à l'heure quand on a répondu à la question quels sont les KPI qu'on suit. Vous avez bien vu qu'on s'arrête pas à OK, globalement combien on a de réponses et combien on a d'emails ouverts. Et parce que c'est loin d'être suffisant. Et donc derrière, si on veut regarder un peu plus loin, on est forcément obligé d'avoir un outil de BI ou alors de le faire directement dans le CRM. Mais et du coup, si on part du principe qu'il y aura une team qui va gérer pour nous tous les dashboards, en tout cas moi c'est mon avis et ravi de me faire challenger là-dessus. C'est que si on dépend d'une autre team pour gérer toutes nos analyses, je pense que tout va être plus long et tout va être plus compliqué et on va difficilement avancer. Et donc ça, c'est une des forces aussi chez Corjas, c'est qu'on est tout le monde sait faire du SQL et tout le monde est autonome là-dessus je crée mon dashboard, je fais mes analyses et je comprends ce qui se passe sur ma channel quoi. Donc ça, c'est première chose. Et après, deuxième chose en termes de code, non, je pense pas. Enfin, je pense que honnêtement, il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire des choses très bien sans coder. Donc on parlait de N8N dans le chat, je sais pas si on a parlé de Zapier, mais je pense que vous connaissez Integroma, pareil. Et après des outils un peu plus complexes. Ce qu'il faut comprendre, c'est globalement c'est quoi une API, comment ça fonctionne, comment je l'utilise. Et voilà, je pense que vous avez déjà un bon départ. Oui, c'est assez complet comme réponse. Alors, il nous reste que 10 minutes, on va accélérer un petit peu, mais pour terminer, Louis, Joyce, si vous n'aviez pas fait le wagon, vous n'auriez pas pu avoir ce niveau-là de technique dans votre métier d'outbound? Vas-y, si tu veux, Joss. Moi, ça m'a beaucoup aidé hein, pour ne serait-ce que comprendre les automatisations, comment ça fonctionne, même tout ce que disait Baptiste, la partie reporting, etc. Ça te permet de. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Même si je ne code pas et que je suis. À savoir ce que c'est une API, savoir faire les automatisations et même en fait d'avoir la mentalité de je fais quelque chose plusieurs fois et c'est chronophage, j'automatise. Comment j'automatise? Je cherche. De savoir chercher sur Google aussi. Enfin, c'est bête, mais il y a plein de gens qui ne savent pas le faire. Et d'avoir ces réflexes un peu ingénieurs que j'aurais pas eu si j'avais pas fait le wagon. Ouais, moi c'est pareil. Le wagon m'a beaucoup apporté, que ce soit en termes de tout ce qui est compréhension du web, des outils. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus autonome dans mon job pour automatiser plein de choses, même si forcément, je pense que c'est pas forcément essentiel dans le sens où plus on avance, plus il y a d'outils qui arrivent sur le marché, beaucoup plus accessibles, et que si aujourd'hui, même si c'est pas codé, par contre, tu es débrouillard, tu sais où aller chercher l'information, tu peux déjà faire beaucoup de choses. Et après, je pense que c'est toujours important hein, de tester des choses à la mano et si ça marche, de les passer à l'échelle. Et là, pour le coup, dans une équipe grosse, je commanderais tout le temps d'avoir un profil technique à côté qui peut nous aider à scale des process sur le long terme. Ok, c'est très clair, merci. On va prendre une dernière question, puis après, Jérémy me rejoindra pour faire le closing. Donc, on a parlé du scope, on a parlé des outils, on a parlé des skills, de la formation, on a abordé vraiment beaucoup de sujets. Donc, la question finale qui est un peu, alors c'est pas une question piège, mais ce serait quel est pour vous en fait le bon growth outbound sans tomber dans les blagues des inconnus, mais est-ce que pour vous ce serait quoi un bon growth outbound et qu'est-ce que vous regarderiez dans un profil outbound pour recruter? Vas-y Louis, on t'écoute. C'est quoi pour toi un bon growth outbound? Ouais.
Pour moi, je dirais regarder deux compétences. La première, c'est la business acumen. C'est un mot qu'on adore chez Spendesk, mais c'est vraiment, est-ce qu'il comprend ce que c'est un business? Est-ce qu'il a une vue un peu à 360 de comment ça se passe? Ça, je pense, c'est hyper important pour être proche déjà des équipes commerciales, mais aussi de comprendre les enjeux d'une boîte en fonction du stage. Et la deuxième, du coup, c'est le côté technique. C'est comment il apporte des solutions techniques, mais aussi créatives à des challenges du quotidien. Et c'est ce qui fera sa force en testant, etc. Ok, super. Joyce, c'est quoi pour toi un bon growth outbound? C'est quelqu'un de curieux et qui est débrouillard, qui même s'il ne sait pas, il va soulever un problème et essayer de le résoudre par plusieurs tentatives, mais qui va essayer, parce que l'outbound, en fait, ça change tout le temps et il faut avoir cette curiosité et vouloir s'améliorer continuellement. Et avoir la partie business, parce qu'on travaille avec le business, donc si on ne peut pas comprendre le problème du prospect, comment il apporte la solution et comment on peut bien le rendre ça bien dans un email, etc., ça, c'est important aussi. Oui, bien sûr. Alors, Baptiste a commencé à répondre dans le chat en disant que le fait d'apprendre des autres et d'échanger avec ses collègues est assez primordial. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter, Baptiste, sur ce qui serait pour toi un top profil en outbound? C'est être curieux. Donc, être curieux, c'est donc échanger avec les autres, c'est regarder, regarder ce qui se passe, faire sa veille, être au courant des nouvelles tendances, etc. Mais en même temps, savoir faire le parti pris de se dire ce qui est important, pas important, urgent, pas urgent. Et donc, ok, il y a peut-être un hack, un tool ou autre qu'on veut tester, mais c'est aussi savoir se dire, mais en fait, non, ça va jamais, ça va pas me permettre de remplir mes objectifs. Ou en fait, ça va me permettre de juste ajouter X de revenus cette semaine et après ce sera tout. Donc en fait, j'ai aucun intérêt à le faire parce que je préfère me mettre en place sur un truc un peu plus long-termiste. Donc c'est aussi ce parti pris, enfin savoir prendre ce parti pris et prendre du recul sur ce qu'on voit, ce qu'on fait au quotidien. Je pense que c'est hyper important parce que du contenu, c'est pas ce qui manque. Des hacks, des tools et autres, c'est pas ce qui manque, mais savoir faire le tri. Ça, je suis pas sûr que tout le monde le fait hyper bien et je vous encourage à le faire. Ouais, c'est intéressant. Merci en tout cas pour le niveau de précision que vous apportez dans vos réponses et je pense et j'espère que ça a permis à beaucoup de gens d'y voir plus clair. Alors malheureusement, on n'a pas eu le temps de traiter toutes les questions, mais s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, n'hésitez pas à envoyer un message à Louis, à Joyce ou à Baptiste. Je pense qu'ils seront vraiment très dispo pour vous aider. Alors Jérémy, il va me rejoindre pour le closing dans 2 minutes et j'ai une dernière question juste avant de lui laisser la place. Est-ce que vous recrutez dans vos équipes growth? Est-ce que vous êtes prêt à avoir des nouveaux profils, top profils, vous rejoindre dans vos équipes? Yes, Ils vont faire de la pub. Allez-y. Nous recrutons 2 personnes dans l'équipe Growth. Donc, si vous êtes intéressé, etc., n'hésitez pas à venir me contacter directement. Donc deux personnes dans l'équipe de Joyce. Basées en Espagne ou pas? Yes, Espagne, et ça peut. Ouais, Espagne. Allez, mais en vrai, l'Espagne, c'est pas mal. Hein. C'est beau, il fait chaud. donc 2 places au soleil avec Joyce. Baptiste, est-ce que vous recrutez des grosses chez Gorgia? On recrute toujours, donc si tu es motivé et que tu as envie d'apprendre, de te faire challenger, rejoins-nous. En tout cas, viens échanger avec nous et puis on pourra en parler. Super, donc il y a de la place aussi chez Baptiste. Louis, est-ce qu'il y a de la place chez Spendesk pour rejoindre l'équipe Growth? Ouais, nous là, on veut ouvrir une nouvelle position dans l'équipe Growth. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Et s'il y a des sales aussi, on recrute beaucoup de sales pour venir bosser avec nous. 3 sur 3, il y a de la place partout, donc n'hésitez pas à envoyer vos CV et je pense qu'on a assez éclairci le métier de Growth Outbound pour que ça vous donne envie. Donc allez-y, n'hésitez pas à rejoindre ces 3 super boîtes. Et je laisse la place à Jérémy pour le closing. Merci à tous d'avoir été là et à très vite. Allez. Non, mais c'était intéressant, j'étais sur le côté, j'écoutais tous les feedbacks rapidement pour pas qu'on déborde sur l'horaire. Donc, on organise un webinaire chaque semaine. Donc, le meilleur moyen d'être informé, c'est de suivre la page Growth Talent sur LinkedIn. On en organise un la semaine prochaine sur l'equity.
Donc, c'est une question qu'on n'a pas posée. L'equity, comment le négocier ou autre. Ben, tout sera discuté semaine prochaine, du coup, en présence du fondateur de Caption, donc la nouvelle marketplace. Je vous mets le lien dans le chat. N'hésitez pas là-dessus. Et le dernier sujet, on a lancé une des premières initiatives de Growth Talent qui est d'apporter un peu plus de transparence sur les salaires du growth, notamment sur les salaires du growth outbound. Donc, on a lancé un benchmark qui est disponible sur le site de Growth Talent. On vous met le lien aussi directement en commentaire. Et dans ce benchmark qui est anonyme aujourd'hui, on va collecter tous les salaires des profils growth de l'écosystème et on va les renvoyer aux personnes qui auront participé au benchmark. Et on rajoutera cette information, en fait, notamment sur les salaires du growth outbound, salaires juniors, d'entrée, des seniors comme on l'a vu avec les 3 profils aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas aussi à participer à cette étude. Peut-être un dernier mot pour dire merci du coup en tout cas à Baptiste, Louis et Joyce d'avoir joué le jeu, cette première table ronde de Growth Talent. Et félicitations à Timothée pour avoir animé ce débat. On se revoit très vite pour un autre épisode de Growth Talent et passez un bon jeudi après-midi à vous tous. Allez, ciao.